Nous en sommes maintenant à la période de questions et réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on est mercredi le 3 décembre et aujourd'hui, comme hier et comme demain, il y a des milliers de Québécois qui vont recevoir une lettre de leur médecin, une lettre comme celle-là. Chers patients, chères patientes, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce aujourd'hui que je quitterai ma pratique de médecine familiale à compter du 28 février 2026. Je comprends que ceci peut susciter de nombreuses inquiétudes, étant dans l'impossibilité de trouver un remplaçant qui peut prendre en charge ma patientèle. Vous devrez vous inscrire sur la liste d'attente du guichet d'accès à un médecin de famille et vous pourrez le faire à partir du 1er mars 2026. Ça, Monsieur le Président, c'est la lettre envoyée à environ 1000 patients de la clinique médicale Delta Santé par une médecin qui a à peu près 50 ans. Les patients l'ont reçue hier et la dame qui nous l'a fait parvenir nous a dit que le médecin en question, c'est son médecin, c'est le médecin de son mari, c'est le médecin de son bébé de 6 mois, c'est le médecin de son père, c'est le médecin de sa mère. À chaque fois qu'il y a une lettre comme celle-là, c'est des familles complètes qui perdent accès au réseau de la santé. Puis cette lettre-là, c'est le résultat direct de la loi 2 adoptée par bâillon, sans débat, par le gouvernement de la CAQ. Il y avait un médecin, ces gens-là, grâce à la CAQ, ils n'en ont plus. Là, ils veulent des réponses. Parce que quand ils ont voté la dernière fois, jamais le premier ministre leur a dit qu'il leur retirerait leur médecin de famille. Qu'est-ce qu'il a à répondre à ces gens-là? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. C'est moi le Premier ministre. Ouais. J'allais dire, j'espère qu'on ne va pas chicaner comme vous êtes chicané avec l'autre député libéral, là, mais... Bon, écoutez, revenons au sujet de la question du député de Pontiac qui représente Pablo Rodriguez. Ah. Madame la leader. Président, 35.1, je rappellerai qu'on doit désigner nos collègues par leur titre. Mon collègue de Pontiac, il est le chef parlementaire de l'opposition officielle et je demanderai au premier ministre de s'élever à la hauteur de sa fonction. S'il vous plaît, écoutez, j'ai compris. Collègues, nous allons faire ça correctement. Donc, on va s'appeler par leur titre. Ça commence bien, on va terminer très bien. Poursuivez, Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, je voudrais qu'on s'entende. J'ai dit le député de Pontiac qui représente Pablo Rodriguez. Est-ce que c'est correct pour vous, ça? Est-ce que c'est devenu une insulte de prononcer le mot Pablo Rodriguez? Bon, venons aux médecins de famille, Monsieur le Président. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Puis quand je dis pas accès, il y en a qui n'en ont pas de médecin de famille, puis il y en a qui en ont un, mais qui n'est pas disponible quand ils sont malades, quand il y a un cas plus léger où ils devraient voir leur médecin de famille plutôt que d'aller attendre à l'urgence. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, que ça n'a pas de bon sens qu'on ait autant de Québécois qui n'aient pas accès à un médecin de famille. Je pense qu'on est tous d'accord aussi pour dire la façon de changer cette situation-là, c'est qu'on doit changer le mode de rémunération. Complémentaire. Le premier ministre, il fait comme si les gens devraient le remercier de la loi 2. Mais les gens qui ont reçu cette lettre-là et tous les autres, là, c'est des mots d'église qui sortent de leur bouche. C'est pas des remerciements ni pour la CAQ, ni pour le premier ministre, ni pour le ministre de la Santé. Puis les patients des cliniques qui ferment, comme le GMF de Hudson ou encore la clinique de Grand-Remous, bien, ils ne remercient pas le premier ministre non plus. À Grand-Remous, là, il n'y en a pas d'autres options. Qu'est-ce qu'ils sont supposés faire quand leur clinique ferme? Monsieur le Premier ministre. Oui. Donc, je continue, Monsieur le Président. Des centaines de milliers de Québécois n'ont pas accès à un médecin de famille. Tous les experts sont d'accord, je pense que c'est même dans la plateforme du Parti libéral, que pour changer cette situation-là, il faut changer le mode de rémunération des médecins de famille. Gaétan Barrette a essayé. Gaétan Barrette a déposé un projet de loi et
face aux menaces des médecins, le premier ministre Philippe Couillard a reculé. Okay? Et a dit, bon, bien écoutez, on va continuer avec le statu quo, puis on va continuer avec des centaines de milliers de Québécois. Deuxième complémentaire. Le premier ministre qui nous rappelle que c'est des menaces. Les gens qui ont reçu ces lettres-là, ils ne pensent pas que c'est des menaces. Des menaces. Ce qu'ils comprennent, c'est qu'il y a un fait qu'ils viennent de perdre leur médecin, qu'ils vont retomber sur une liste, qu'ils vont devoir attendre, qui ne savent plus à qui parler pour avoir accès au réseau de la santé. C'est des dizaines de milliers de Québécois de partout au Québec qui perdent l'accès aux médecins. Je comprends que le premier ministre, c'est quelqu'un qui a de l'orgueil dans la vie, mais son gouvernement, il doit admettre qu'il fait plus de tort que de bien en ce moment. Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, revenons à ce qui s'est passé, parce que beaucoup de provinces ont changé de mode de rémunération. Nous, on en parle depuis 25 ans. Puis tous les gouvernements, que ce soit des gouvernements du PQ ou du Parti libéral, ont reculé. Maintenant, le chef de l'opposition officielle nous dit « menace ». Pourquoi Philippe Couillard a-t-il reculé devant la proposition de Gaétan Barrette de changer le mode de rémunération des médecins de famille? Est-ce qu'il peut nous le dire? Il était là dans le gouvernement, le député de Pontiac. Pourquoi Philippe Couillard a-t-il reculé? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des menaces? Monsieur le député de Pontiac, troisième complémentaire. Bon, là, on va être clair, là. La CAQ a mis en place la loi 2. Le Parti québécois veut garder la loi 2. Et c'est une hécatombe en ce moment, cette loi-là. Hier, l'Association des médecins de Montréal a dit qu'il y avait potentiellement 400 000 Québécois qui perdraient leur médecin. 400 000 personnes juste à Montréal. Si le premier ministre trouve qu'il exagère, là, on peut le couper de moitié, on peut le couper du 3/4. Dans quel monde il accepte que 100 000 Montréalais perdent leur médecin? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il y a plus de 500 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille ou accès à un GMF. Que propose Pablo Rodriguez? Que propose Pablo Rodriguez? Est-ce qu'il propose de faire comme Philippe Couillard, de reculer et de garder le statu quo, c'est-à-dire des centaines de milliers de Québécois sans médecin de famille? Est-ce qu'on pourrait enfin avoir une proposition de Pablo Rodriguez? En principal, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, on a déjà répondu à cette question-là du premier ministre. Le rapport d'experts du 31 mars vous dit, Monsieur le Président, faites de la co-construction. Il ne l'a pas lu. Puis qu'il aille voir au bas de la page 41 du dit rapport, il est dit de revoir le mode de rémunération des médecins en concordance avec ce rapport-là. Je cite au texte, Monsieur le Président. Il ne l'a pas lu. C'est ça la position du Parti libéral du Québec, faire en sorte que tout le monde puisse offrir les services. La solution vient du terrain. La solution imposée de la tour d'ivoire caquiste ne marche pas sur le terrain. Le ministre, Monsieur le Président, a dit, dès l'adoption sous Bayon le 25 octobre, on se donne 8 mois pour que ça marche. 8 mois, 8 semaines pour que ça marche. Il y en a 5 de passés. Il en reste à peine 3. Même la PDG de Santé Québec l'a dit, on va manquer de temps. Là, le gouvernement caquiste doit se rendre à l'évidence. Va-t-il reculer? Parce que présentement, les faits sont les suivants. Des milliers de Québécoises et Québécois perdent leurs patients à cause de vous. Monsieur le ministre de la Santé. Bien, en fait, je note, Monsieur le Président, que le mot que le député de La Fontaine vient d'utiliser, c'est le mot « reculer ». Et non, on ne reculera pas, Monsieur le Président. On ne reculera pas parce que, justement, c'est 100% des Québécois qui doivent être pris en charge. Puis l'autre lapsus, si je peux me permettre, du député de La Fontaine, quand il parle de 8 mois, il a raison, c'est pas 8 semaines. Lorsqu'on a déposé le projet de loi 106, c'est au mois de mai. Et c'est au mois de mai qu'auraient dû commencer les discussions avec les 2 fédérations. Il n'y a pas eu ces discussions-là sur la capitation. Il n'y a pas eu de discussion sur la méthode de capitation. La Fédération ne voulait pas en parler, Monsieur le Président. Effectivement, ça fait 8 mois que cette discussion aurait eu lieu. Tant mieux, cette discussion-là vient de commencer il y a quelques jours. Il y a quelques jours parce que la loi 2 permettait 60 jours. Alors, Monsieur le Président, soyons contents qu'il y ait un début de négociation qui se fasse par le Conseil du Trésor
avec la FMOQ et espérons que ce qui aurait dû se faire il y a 8 mois est en train de se faire présentement. Merci, M. le Président. Première complémentaire. Ce qui se passe présentement, là, ce qui est en train de se faire présentement, Monsieur le Président, on va vous donner un autre exemple. À Laval, le GMF, le Carrefour, la clinique passera de 13 à 7 médecins après les fêtes. Après les fêtes, là, c'est demain matin, Monsieur le Président. Ils vont passer de 13 à 7 médecins. Pourquoi? Les médecins partent en retraite prématurée, difficulté de recruter des nouveaux médecins, des nouveaux facturants, Monsieur le Président. Et ça, c'est le résultat de leur mauvaise approche. Le 1er janvier va arriver, leur loi rentrera en vigueur, mais elle est impraticable. Monsieur le ministre de la Santé. Bien, écoutez, Monsieur le Président, je pense qu'il est très clair que les discussions qui ont lieu en ce moment, si elles aboutissent à une entente, ce que l'on souhaite fortement, vont permettre à des médecins qui sont en train de prendre des décisions dont on parle, de dire que l'entente, elle est bonne. Elle est bonne, Monsieur le Président, parce qu'on vise, c'est justement de faire des changements majeurs, par exemple, de ne pas imposer que la prise en charge soit par un médecin, mais qu'elle soit collective pour que l'ensemble de la GMF soit capable de faire la prise en charge. C'est un changement majeur. C'est ça que l'ensemble des experts disent. Monsieur le Président, on veut le mettre en place. Laissons les discussions continuer. Voilà. Deuxième complémentaire. Monsieur le Président, honnêtement, là, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça, un gouvernement aussi déconnecté. Les médecins, les cliniques, les GMF qui tiennent le réseau à bout de bras, qui donnent des services de soins de santé à des centaines de milliers de patients, lancent un cri du cœur, ferme. Il y en a déjà qui ont quitté. À combien le ministre évalue-t-il, au moment où on se parle, de milliers de Québécoises et Québécois qui ont perdu déjà à ce moment-là? Le sait-il? Combien de milliers de Québécoises et Québécois n'ont plus de médecin de famille à cause de lui? Monsieur le ministre de la Santé. Bien, moi, Monsieur le Président, au contraire du Parti libéral, je veux être rassurant. C'est pour justement que tous les Québécois aient accès à un professionnel de la santé. C'est justement de ne pas les perdre, mais que la prise en charge collective, ça veut dire qu'une personne soit affiliée, on lui a désigné une GMF où elle peut appeler lorsque, par exemple, elle a un problème. C'est ça qui est le gros changement, Monsieur le Président. Je pense que le Parti libéral le comprend. On est prêt à faire un changement. Le Parti libéral n'a pas voulu faire ces changements-là quand c'était le temps de le faire. Nous, on va avoir le courage de le faire. Puis j'espère que le Trésor pourra trouver des solutions au cours des prochains jours avec la FMOQ. En principal, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Monsieur le Président, le VG l'a démontré dans son rapport dévastateur. Le demi-plan de retour à l'équilibre budgétaire du ministre n'est pas crédible. Seulement la moitié des efforts d'équilibre sont identifiés et les efforts importants sont après 2026, après la CAQ. Le VG remet même en question la possibilité que le gouvernement arrive à atteindre l'objectif pour son demi-plan. Le ministre des Finances, celui qui est responsable de la décote, n'est-il plus crédible? Un demi-plan là, après les élections, mais plus grave, Monsieur le Président, le VG a trouvé que le ministre sous-estime le déficit de 15 %. Le ministre n'est-il pas tanné d'être systématiquement rabroué par toutes les personnes sérieuses qui analysent son travail? Monsieur le ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Bien, le Président. Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ai eu le privilège de lire le rapport du vérificateur général en détail. Et puis, comme je l'ai dit, on va travailler en fonction des recommandations et on l'accueille favorablement. Mais je vais être clair, nulle part dans ce rapport, c'est dit qu'on sous-estime le déficit de 15 %. Alors, il ne faut pas fabuler non plus, là. Il y a un rapport, il faut le lire. Alors, le plan de retour à l'équilibre budgétaire, oui, il y a des écarts à résorber de 2,5 milliards en 29-30, Monsieur le Président, mais il faudrait accepter le contexte dans lequel on a déposé ce plan de retour. L'élection du président américain, des menaces tarifaires. Alors, on a réussi à identifier les gestes pour l'équilibre budgétaire comptable et pour atteindre la cible la plus ambitieuse de tous les plans de retour à l'équilibre budgétaire. Après Fonds de génération, il y a un écart à résorber.
Première complémentaire. Le Conference Board nous dit que notre économie va plus mal que veut nous faire croire le ministre. Il disait que la croissance économique allait se chiffrer à 0,9 %, mais le Conference Board l'établit à 0,5 %, la pire au Canada. S&P, le vérificateur général, maintenant le Conference Board, sont unanimes. Le ministre n'est plus crédible. Va-t-il faire la seule chose qui lui reste à faire et refaire ses calculs? Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président. Voici comment on fait une prévision économique. On consulte l'ensemble des économistes du secteur privé et on fait notre prévision économique. Et là, on a un intervalle. On a, je vais prendre un chiffre, supposons qu'on a 10 prévisionnistes du secteur privé. On a des gens qui sont plus pessimistes, plus optimistes, puis on fait une moyenne. Et nos prévisions sont directement en ligne avec la moyenne des économistes du secteur privé. Et oui, le Conference Board est à la limite inférieure de l'intervalle qui donne une moyenne, puis un écart type, puis une kurtose, puis un biais. Et puis, ce sont les plus négatifs. Alors, l'opposition se sert d'eux. Deuxième complémentaire. Le VG est clair, le demi-plan identifie la moitié des efforts, le déficit est sous-évalué de 15 %. Le VG dit que pour résorber le trou, là, les services vont être affectés. Voilà. La croissance économique surestimée par le ministre, le VG, Standard & Poor's, Conference Board contredisent tous le ministre. Peut-il au moins reconnaître que son demi-plan marketing ne convainc personne? Monsieur le ministre des Finances. Oui, bien, Monsieur le Président, permettez-moi de citer l'Institut CDR qui dit que nos documents sont transparents et de grande qualité, nous donne un B+, deuxième meilleur pour la qualité des documents. Et puis, si vous allez à la page A18, parce que là, je vais vous parler des dépenses, Monsieur le Président, page A18, vous pouvez voir que les dépenses qui étaient avant la pandémie, 24,4 % du PIB de l'économie, sont maintenant de 26. Et vous savez, c'est quoi le plan, Monsieur le Président, pour ramener les dépenses à l'équilibre budgétaire dans 5 ans? Bien, c'est retourner là où elles étaient avant la pandémie, à 24,4. Alors, un plan crédible, documenté, transparent. En principal, Madame la chef de la deuxième opposition. Merci, Monsieur le Président. Le prix de l'épicerie a augmenté de plus de 30 % depuis les 5 dernières années. Puis juste en 2025, la hausse va dépasser les 5 %. Alors que les familles, elles, n'ont pas vu leurs revenus augmenter d'autant. Quand je fais mon épicerie à chaque semaine, j'en profite pour parler aux gens, puis ils me disent qu'ils doivent se priver pour être capables de nourrir leurs enfants. Il y a une dame retraitée qui m'a dit qu'elle doit continuer à travailler pour être capable de bien vivre parce que tout coûte extrêmement cher. Une jeune professionnelle qui me dit que malgré son bon salaire, elle arrive juste assez dans son budget puis se demande comment les grosses familles font pour y arriver. Le premier ministre aime ça se vanter que lui, il connaît ça, l'économie, mais il perd toute crédibilité quand même la classe moyenne est incapable de payer son épicerie, est incapable de se loger convenablement. Être le premier ministre de l'économie, c'est pas de se prendre pour le Père Noël puis distribuer des grosses subventions aux grosses entreprises, comme on distribue des cadeaux dans le temps des fêtes, puis d'oublier les gens de la classe moyenne qui travaillent fort puis qui en arrachent. Qu'est-ce qu'il a donné aux familles? Il leur a donné 11 $ par mois. 11 $ par mois, si on va à l'épicerie là, puis on achète un poulet rôti, on n'est même pas capable de payer ça. Qu'est-ce que le premier ministre, là, ma question est très claire, qu'est-ce que le premier ministre va faire pour que les gens qui travaillent fort et qui en arrachent, qui ne sont pas capables de payer leur loyer, leur épicerie, qu'est-ce qu'il va faire pour les aider? 11 $ par mois, c'est pas assez. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, partout dans le monde, les citoyens souffrent de l'augmentation, de l'explosion, je dirais, du coût de la vie. C'est vrai en Amérique, c'est vrai en Europe, c'est vrai partout, Monsieur le Président. Donc, je compatis avec les personnes. Il y en a qui ont eu des bonnes augmentations de salaire. Il y en a qui ont eu des moins bonnes augmentations de salaire. Donc, on essaie effectivement d'aider ces personnes-là. On a augmenté de 50 % l'aide sociale pour les personnes qui ont des contraintes à l'emploi. Mais la première chose qu'on doit dire, Monsieur le Président, c'est qu'en moyenne,
on a eu une augmentation du revenu disponible. C'est quoi le revenu disponible? C'est le revenu après impôt et après inflation. Donc, le Québec, quand on se compare, on a mieux fait qu'ailleurs. Donc, premier élément. Deuxième élément, Monsieur le Président, pourquoi on a mieux fait? Bien, parce qu'on a posé une série de gestes. D'abord, on a réduit les impôts. J'étais content hier, la chef de Québec solidaire nous a parlé de la classe moyenne. Pourtant, quand on a baissé les impôts de la classe moyenne, elle était contre cette mesure-là. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens qu'on baisse les impôts de la classe moyenne. Monsieur le Président, on a aussi donné un 2 000 de crédit d'impôt aux 70 ans et plus qui n'ont pas la chance d'avoir une augmentation. Première complémentaire. Monsieur le Président, les gens les plus riches ont vu leurs revenus augmenter. Je suis très contente pour eux autres, mais moi, je lui parle même pas des plus pauvres. Je lui parle de la classe moyenne. La classe moyenne, depuis que la CAQ est au pouvoir, s'est appauvrie. Ici, on voit à quel point ils souffrent de insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables de payer leur épicerie. Il y a une augmentation de 131 %. Ça, c'est des gens qui travaillent de la classe moyenne qui n'y arrivent pas. Je lui repose ma question. Qu'est-ce qui va leur donner de plus pour les aider à payer l'épicerie et le loyer? Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, j'étais curieux de voir, vous savez, puis je vais remontrer le tableau de la chef de Québec solidaire. Je me suis dit, ben voyons donc, il me semble que ce n'est pas mes chiffres. J'ai fait vérifier les chiffres, puis effectivement, on part de 2020 au lieu de partir de 2018. Si elle avait été rigoureuse, si elle avait pris les chiffres depuis 2018, elle aurait vu que le premier quintile, c'est-à-dire les gens les plus pauvres, ont eu une plus grande augmentation du revenu disponible que la moyenne des citoyens au Québec. Donc, Deuxième complémentaire. Les chiffres que je lui ai présentés, c'est ceux de l'Observatoire des inégalités économiques. Probablement qu'il ne l'a pas lu, là, parce qu'il ne s'intéresse pas aux inégalités économiques, malheureusement. Je lui remonte mon tableau. Je parle de 2019. C'est les gens de la classe moyenne, c'est des gens qui travaillent des fois 2 salaires, qui ont des familles et qui souffrent d'insécurité alimentaire. C'est de ces gens-là que je leur parle. Le premier ministre leur donne 11 $ par mois. Je lui repose la question. Il n'est pas capable de me répondre, je comprends, mais c'est lui le premier ministre. Qu'est-ce que les familles peuvent faire avec 11 $ par mois? Comment ils vont arriver pour payer l'épicerie? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je m'excuse, là, mais je persiste et je signe. Les chiffres de la chef de Québec solidaire ne sont pas bons. On parle de 2020, l'année où Justin Trudeau a envoyé des chèques aux ménages. Si on prend les vrais chiffres, 2018-2024, le quintile le plus pauvre, augmentation du revenu disponible de 28,9 %, alors que la moyenne au Québec, c'était une augmentation de 26,4 %. Ça veut dire que les pauvres ont eu une plus grosse augmentation que la moyenne. Donc, encore une fois, Québec solidaire nous présente des mauvais chiffres. Les vrais chiffres démontrent exactement... En principal, monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je vais revenir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Seulement le député de Saint-Henri-Sainte-Anne a la parole, s'il vous plaît. Merci. Dans la presse ce matin, on peut lire l'histoire de Malek, un post-doctorant en immuno-oncologie recruté par un centre de recherche de Montréal. Aujourd'hui, il se retrouve devant un avenir incertain au Québec en raison de l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Il y a aussi Fatma, une enseignante installée à Saint-Jean avec sa fille et son époux. Son permis de travail expire bientôt. Leur avenir à eux aussi est incertain en raison de l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Des histoires comme celle-là, il y en existe beaucoup. Des gens qui parlent français, qui travaillent dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre, des gens qui bâtissent des vies ici et qui s'intègrent pleinement dans nos communautés. Ils et elles ont leur place ici. En seulement quelques jours, Monsieur le Président, c'est 26 000 Québécois et Québécoises qui ont signé notre pétition pour demander au gouvernement d'accorder une clause grand-père au PEC. Des dizaines de reportages, des chroniques, des appuis revendiquent la même chose. Je m'adresse bien humblement au ministre de l'Immigration ce matin. Peut-il tendre la main et faire la seule chose qui s'impose et accorder une clause grand-père? Monsieur le ministre de l'Immigration et de la Francisation.
Monsieur le Président, j'ai très hâte, dans les prochains jours, de pouvoir annoncer la première grande invitation dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Je pense que ça va rassurer beaucoup de personnes qui parlent français, qui sont diplômés du Québec ou qui travaillent en région, qui gardent ouverts des commerces, des manufactures en région, vont commencer à recevoir des bonnes nouvelles. Je pense que les gens vont voir que le programme de sélection des travailleurs qualifiés est une voie d'avenir, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Notre capacité d'accueil n'est pas infinie, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Sélectionner des bonnes personnes, des gens qui sont ici, qui travaillent, qui parlent français, qui contribuent de la meilleure façon, qui sont diplômés de nos institutions. Mon collègue fait comme si c'était incorrect, inéquitable de sélectionner des gens selon leur profil, mais ailleurs, à peu près tout le monde fait ça. On y va avec des critères, on n'accepte pas tout le monde nécessairement, des systèmes de points. Dans le reste du Canada, c'est ça aussi. On a des points selon le diplôme dans un secteur qui est prioritaire. Ce n'est pas tous les diplômes qui sont considérés. Il y a l'équivalent du PSTQ volet 2, d'ailleurs, dans le reste du Canada aussi. Et je vais continuer dans les prochaines réponses à expliquer ce qui se passe ailleurs pour voir que le programme PSTQ, c'est tout à fait la manière de travailler quand on doit sélectionner et qu'on n'a pas une capacité d'accueil qui est infinie. Première complémentaire. Monsieur le Président, le reste du monde n'a pas parcouru le Québec pour aller chercher des talents sur la base d'un programme qui existait et qui fonctionnait, pour après ça abolir ce programme-là quand les gens se qualifient. Le reste du monde n'a pas fait ça. C'est la CAQ qui a fait ça, Monsieur le Président. La seule affaire qui va rassurer le monde aujourd'hui, c'est une clause grand-père. Ils sont des milliers à le demander. Je retends la main humblement au ministre. Ça fait des semaines qu'on joue là-dedans. Son programme n'est pas prêt. Il y a des statuts qui expirent. Peut-il accorder la clause grand-père? Monsieur le ministre de l'Immigration et de la Francisation. Monsieur le Président, je pense que c'est important d'expliquer aux gens qui doivent soumettre dans le nouveau programme pour ensuite être sélectionnés puis diffuser la bonne information. Je lisais dans un reportage de Radio-Canada un extrait qui disait c'est pas normal de dire à des gens qui sont établis ici depuis des années qu'ils doivent tenter leur chance dans un programme où ils seront tirés au sort. Il n'y a pas de tirage au sort. C'est inexact. Et je vois des choses inexactes comme ça. Et ça alimente, bien sûr, l'insécurité, les craintes des gens. Il faut inciter les gens qui attendaient la réouverture d'un programme qui ne sera pas réouvert à postuler dans ce nouveau programme pour recevoir des bonnes nouvelles, pour être sélectionnés, pour être invités. Je pense que dans plusieurs régions du Québec, les gens vont se mettre à recevoir des bonnes nouvelles à condition... En complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Hier, j'ai été très ébranlée par les témoignages qu'on a entendus. Ça, Monsieur le Président, c'est le premier ministre du Québec qui avait dit ça en 2019, après avoir entendu les témoignages d'étudiants et de travailleurs étrangers, alors que son ministre de l'Immigration de l'époque avait lui aussi charcuté le PEC. Le premier ministre avait alors pris la seule bonne décision et il a accordé la clause grand-père. Est-ce que le premier ministre, aujourd'hui, peut écouter ces sages paroles de 2019 et prendre la seule bonne décision, c'est-à-dire leur accorder la clause grand-père? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la chef de QS nous parle de 2019. Moi, je vais lui parler actuellement. En 2022, à Montréal, il y avait 48 de francophones. En 2024, il en restait 43 43 de francophones. Je le sais, ça n'intéresse pas Québec solidaire. Il s'en fout du français à Montréal. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Allez-y, je vous entends. Monsieur le Président, c'est inadmissible de prétendre qu'un parti en cette Chambre se fout de la langue française. C'est intolérable qu'il le retire. Okay. S'il y a quelqu'un... Merci. On ne va pas argumenter. Monsieur le leader de l'opposition, monsieur le leader du gouvernement, allez-y rapidement, s'il vous plaît. On ne tape pas sur son bureau. Hein? Deuxièmement, Monsieur le Président, ce n'est pas une question de règlement. Troisièmement, Monsieur le Président, le député lui-même fait de la publicité en anglais dans son comté. Avec merci. Écoutez, merci, je suis édifié. Écoutez, on va se demander les uns et les autres de se respecter. Faites attention à vos propos et poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je suis debout. Je vais vous demander de vous asseoir, Monsieur le leader. Je vous ai entendu. J'ai demandé, on a chacun droit à ses opinions.
Je vous ai écouté avec attention tout à l'heure et les opinions peuvent être critiques. Je vais vous demander de vous respecter et s'il vous plaît, faites attention à vos propos. Monsieur le Premier ministre, poursuivez. On est rendu à 43 % de francophones à Montréal. Est-ce qu'on pourra entendre une fois Québec solidaire dire on doit réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal pour augmenter ce 43 %? Est-ce qu'il pourrait le dire? Enfin, s'il vous plaît, nous allons poursuivre maintenant. En principal, Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Les producteurs agricoles du Québec sonnent l'alarme. Les sécheresses répétées, les pluies torrentielles et les gels tardifs bouleversent les récoltes, fragilisent les sols et mettent en péril la viabilité économique de centaines de fermes familiales québécoises. Cette année encore, ce sont des milliers d'hectares perdus, des serres inondées, des entreprises qui absorbent des hausses spectaculaires de coûts à cause d'un climat détraqué. L'Union des producteurs agricoles le répète, la crise climatique, ce n'est plus une menace lointaine, ça se passe maintenant, ça affecte leurs profits, leur santé mentale et leur capacité à nourrir le Québec. Ils demandent du soutien pour s'adapter et réduire leurs émissions et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le fonds vert. C'est une méchante claque au visage aux agriculteurs et agricultrices du Québec. Ça fait des années qu'ils et elles crient à l'aide. Pourquoi la CAQ ne veut pas les aider à relever les défis du climat? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette première question. Je veux profiter de l'occasion. Je ne sais pas si c'est un hasard que la première question au niveau de l'agriculture vient le jour du congrès de l'UPA, mais ça me fait plaisir d'y répondre. Écoutez, on a connu un été vraiment exceptionnel cet été. Il y a eu beaucoup de pluie en début de saison. Il y a eu une sécheresse par la suite. Donc, c'est important. Il existe des programmes. On va faire un bilan de tout ça, mais c'est important. Puis, je peux garantir qu'on va soutenir nos agriculteurs dans ces difficultés-là. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Monsieur le Président, d'ici 2030, là, ce que la CAQ veut donner aux agriculteurs là, pour le milieu agricole, c'est 187 millions d'ici 2030. C'est absolument rien sur 10 milliards. C'est une insulte. Ça ne prend pas acte des difficultés qu'on traverse. C'est la sécurité économique, la sécurité alimentaire du Québec qui est en péril. Est-ce que le ministre en prend la mesure? Puis est-ce qu'il peut reconnaître qu'en ce moment, ce qui est sur papier, ce n'est pas assez? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Écoutez, depuis qu'on est au pouvoir, le budget de l'agriculture est passé de 900 millions à 1,5 milliard. 1,5 milliard. Si on rajoute des montants supplémentaires qu'on a rajoutés au fil d'année, c'est au-dessus de 300 millions. Donc, de dire qu'on ne supporte pas notre agriculture au Québec, il ne faudrait pas exagérer non plus, là. Le deuxième complémentaire. Monsieur le Président, en ce moment, là, les agriculteurs et agricultrices du Québec, ça fait des années qu'ils contribuent au Fonds vert. Ils le font de bonne foi, ça leur coûte cher, c'est difficile, la situation est intenable. Puis là, qu'est-ce qu'ils se font dire? Bien, cet argent-là, finalement, pensait qu'elle allait les aider. Cet argent-là ne va pas les aider, finalement. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de décourager le milieu agricole de faire son bout pour la transition climatique. Ils veulent le faire. Ils ont besoin de cette aide-là, cet argent-là. Ils l'ont mis dedans de leur poche. Monsieur le ministre de l'Environnement. Oui, alors, Monsieur le Président, les sommes qui sont investies par la classe agricole par l'entremise de la tarification carbone, ces sommes-là sont largement retournées à la classe agricole sous différents programmes que j'ai ici. Je ne vais pas faire la liste, mais j'ai ici certains des programmes qui ont bénéficié donc du Fonds vert, du FEC. Par ailleurs, mon collègue de l'Agriculture a bien fait de mentionner que c'est le congrès de l'UPA aujourd'hui, et puis j'invite le député et les autres députés en cette Chambre de porter attention à ce que nous allons aller présenter, mon collègue et moi, parce que ça va être effectivement des mesures qui vont contribuer à renforcer l'agriculture et l'autonomie alimentaire, mais aussi l'environnement, ensemble, en équilibre. En principal, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les Québécois ont compris que l'un des faits marquants du mandat de la CAQ aura été
le gaspillage de fonds publics dans des investissements économiques douteux et le plus souvent énigmatiques. Le gouvernement perd en moyenne 1 milliard par année dans un bar ouvert aux subventions, des subventions aux entreprises, et ça, c'est seulement pour le Fonds de développement économique. Ce gaspillage, il est directement relié au manque de transparence de ce gouvernement. Hier encore, on apprenait qu'Investissement Québec refuse de dévoiler les informations fondamentales, les informations de base entourant le projet Flying Whales. On a mis donc collectivement en fonds publics 107 millions de dollars dans un projet. Et si on pose des questions aussi simples que quelle est l'évaluation des retombées économiques, ça, Investissement Québec n'a pas le droit de nous donner la réponse. C'est un exemple parmi tant d'autres d'un gouvernement qui est opaque et secret sur ses subventions et ses décisions financières douteuses. Donc, non seulement la CAQ investit au pif de ses ministres, elle refuse de faire preuve de la transparence élémentaire dans la mesure où le gouvernement a bel et bien gaspillé des milliards. L'opacité doit cesser. Donc, ma question au premier ministre, pourquoi son gouvernement maintient-il l'opacité et le secret, si ce n'est que pour gaspiller en toute quiétude? Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, une de mes plus grandes fiertés depuis 7 ans, c'est quand on regarde la croissance économique du Québec par habitant, pour la première fois, on a battu l'Ontario, battu le reste du Canada. Ça n'a jamais été fait avant par les libéraux ou par le PQ. Pourquoi? Parce qu'on a doublé les investissements des entreprises grâce aux interventions d'Investissement Québec. On a eu 93 milliards d'investissements des entreprises grâce aux interventions d'Investissement Québec. J'en reviens pas, Monsieur le Président, que le Parti québécois, où il y a eu Jacques Parizeau avec le REA, où il y a eu Bernard Landry qui a, avec moi, démarré Investissement Québec, qu'on ait maintenant un chef du PQ qui dit on n'aidera plus les entreprises. Monsieur le Président, on a démontré depuis 7 ans qu'on a battu l'Ontario puis le reste du Canada. Comment peut-il nous arriver avec quelques exemples? C'est sûr que quand tu aides 25 000 entreprises, tu ne peux pas avoir 100 de succès, mais quand tu es à 95 de succès, puis que tu bats l'Ontario puis le reste du Canada, moi, je resterais assis sur mes mains si j'étais le chef du Parti québécois. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Talon. Bon, 100 millions, toujours pas de ballon et surtout pas de réponse aux questions. L'opacité, c'est dans tous les domaines de l'action étatique. La semaine passée, on a refusé de dire qui sont les fournisseurs chinois des éoliennes sur la côte de Beaupré. Il y a des questions sur le travail forcé en Chine, sur le code de conduite d'Hydro-Québec, sur l'équité et la sécurité pour les entreprises québécoises, mais c'est le secret. Un secret inacceptable. La ministre va-t-elle être transparente et répondre à la question qui sont les fournisseurs chinois des éoliennes sur la côte de Beaupré? Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, écoutez, Monsieur le Président, donc je veux revenir sur le score du Parti québécois en matière d'intervention économique, parce qu'ils ont eu beaucoup moins d'interventions économiques que nous et beaucoup moins d'interventions économiques qui ont réussi. Si on regarde dans le court mandat qu'il y a eu du Parti québécois, il y a plusieurs années, Cimenterie Mécanisme, le PQ avait engendré des pertes de 472 millions de dollars. 472 millions de dollars, ça c'est en 2014. De l'argent de 2014 dans la Cimenterie Mécanisme, pour lequel il n'y avait eu aucun BAP. Alors, en matière de score, on peut aussi rappeler que Gaspésia avait engendré des pertes de 253 millions de dollars sous le gouvernement péquiste. Alors, je pense que c'est... Merci. Madame la députée, deuxième complémentaire, Madame la députée de Terrebonne. Toujours pas de réponse, alors que les bris de transparence s'accumulent depuis 7 ans du côté de la CAQ. On nous a refusé tour à tour l'étude de McKinsey sur la filière batterie, les contrats de gré à gré pendant la pandémie, la proportion des prêts pardonnables, Flying Whales, les pales chinoises. C'est assez et c'est trop. On dépose dès maintenant une demande d'accès à l'information pour l'ensemble de ces dossiers-là. On s'attend à obtenir des réponses et je vous le dis, les Québécois, eux, veulent savoir qu'est-ce que fait la CAQ avec leur argent.
Madame la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux pouvoir écouter Madame la ministre de l'Économie et de l'Énergie. S'il vous plaît. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président. Donc, je n'ai pas eu suffisamment une complémentaire pour faire la liste des projets qui ont mal été sous les libéraux. On peut aussi rappeler la mine de diamants Stornoway, qui est un autre projet sous les péquistes et les libéraux aussi, d'ailleurs, avec des pertes de 275 millions de dollars. Alors, c'est important aussi de regarder son propre historique avant de lancer des attaques face à un gouvernement qui a fait beaucoup plus que le leur. Et si on regarde notre taux de réussite, c'est-à-dire des projets où il n'y a pas eu de pertes, eh bien, sous les libéraux et les péquistes, le taux de réussite était de 41 pour les projets de plus de 20 millions. On l'aura haussé à 83 ce taux de réussite-là. Et ça, c'est parce qu'on aide des entreprises. Donc, je ne sais pas si la députée de Terrebonne a indiqué à ADF qu'elle ne les aiderait pas. En principal, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur le Président, le rapport du vérificateur général est dévastateur. Je cite, « Depuis des années, le ministère de la Santé et des Services sociaux se fixe des objectifs stratégiques pour améliorer l'accès aux services médicaux spécialisés, mais ne les atteint pas. Pourquoi? Parce que c'est le fouillis le plus total dans les listes d'attente. Pour le suivi des premières consultations en médecine spécialisée, le ministère de la Santé s'appuie uniquement sur les données provenant des centres de répartition de demandes de services. Et ces données-là, ça représente 20 de toutes les premières consultations en médecine spécialisée. 20 Ça veut dire que 80 des demandes échappent complètement au système. En somme, le ministre ne connaît pas le nombre réel de patients en attente. Pire encore, le vérificateur confirme que dans plusieurs établissements, les listes d'attente sont mal gérées, priorités absentes, suivi incomplet, données incohérentes. Bref, le gouvernement est dans le noir, il navigue à vue. Comment peut-on faire confiance au ministre pour gérer les listes d'attente? Monsieur le ministre de la Santé. Mais écoutez, Monsieur le Président, je suis tellement content d'avoir cette question-là pour deux raisons. La première, c'est que c'est exactement ce que le vérificateur a dit. C'est ça qu'on a demandé dans notre négociation avec les médecins spécialistes, de régler la question du CRDS, le centre de rendez-vous pour un spécialiste. Tous ces éléments-là qui sont cités par le vérificateur général, c'est exactement notre demande aux médecins spécialistes de nous aider à régler l'inefficacité à travers le centre de rendez-vous, premièrement. Deuxièmement, la solution, une des solutions les plus importantes pour régler le CRDS, c'est le fameux dossier de densité numérique, le DSN. Ce DSN-là que les spécialistes ont décidé de bouder depuis plusieurs mois. Alors, ceux à qui on demande de nous aider à rétablir la liste ne veulent pas avoir les outils technologiques pour le régler. Monsieur le Président, on est d'accord avec le vérificateur. Il faut trouver des solutions pour améliorer le rendez-vous avec un spécialiste. Et nous allons continuer d'y travailler. Merci beaucoup. Première complémentaire. Monsieur le Président, le spécialiste des données puis des tableaux de bord, c'est le ministre de la Santé, mais il n'a aucune espèce d'idée de comment on gère les 900 000 personnes en attente au CRDS. Il y en a 200 000 qui sont hors délai. On nous dit que dans ce nombre-là, il y a des doublons, probablement des personnes décédées. Aucune priorisation n'est faite. Et là, ce qu'il nous dit, c'est aux médecins spécialistes de régler ce problème-là. Monsieur le Président, le modèle de gestion... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je vais reprendre la question très clairement. Le dossier de santé numérique, qui est le virage numérique pour justement aider à avoir un meilleur contrôle sur les rendez-vous avec les spécialistes, a été boudé par la Fédération depuis le mois de septembre. On a été obligé de retarder le départ du projet de loi, du dossier qui devait commencer à la fin novembre parce qu'on n'avait pas les médecins qui participaient au design du système, Monsieur le Président. Alors, nous avons amené des solutions. On sait ce qu'il faut faire pour régler le problème. J'ai très hâte que les médecins puissent revenir pour finaliser les 2 projets pilotes qu'on a mis en place pour être capable de trouver des solutions que nous avons mis sur la table.
Deuxième complémentaire. Monsieur le Président, moi, je pensais que la mise en place de Santé Québec, il y a un an, là, ça allait servir un peu à ça. Avoir un portrait plus clair, avancer, régler les problèmes des listes d'attente. Là, on nous dit que c'est la responsabilité des médecins. Pendant qu'on se garoche la balle entre le ministère, entre Santé Québec et avec les médecins, il y a des patients qui attendent et qui désespèrent. Il n'y a aucune donnée fiable. Comment est-ce qu'on peut planifier les effectifs? S'assurer d'un accès équitable d'un établissement à l'autre, d'une région à une autre. Comment peut-il s'assurer, le ministre, que les patients soient vus lorsque c'est urgent? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, sur une chose, Monsieur le Président, le député des Îles-de-la-Madeleine a raison. C'est à Santé Québec de s'occuper de nos dossiers en santé numérique, mais il doit avoir la participation des médecins pour être certain que ce qu'on va sortir comme projet fait l'affaire pour le CRDS. Alors, Monsieur le Président, on va continuer de faire les améliorations. On le fait, le virage numérique, mais il faut que les médecins viennent participer à la finalisation des 2 projets pilotes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.